parce que ça m'intéresse beaucoup, notamment aussi la question entre le cirque et la maison ou l'asile ou le camp de vacances dont je parlais hier. On reviendra bien sûr sur tout ça et aussi sur l'animalité, sur la fascination. Enfin, on verra ça en toute fin de journée. Je laisse la parole pour l'instant à Anne-Elisabeth Alperne, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Reims. Elle a consacré sa thèse de doctorat à Henri Michaud et au savoir scientifique. Plus récemment, elle a publié Michaud et le cinéma. Elle a écrit quantité d'articles sur la littérature moderne et contemporaine, sur les rapports des poètes avec la science, sur les avant-gardes et sur les arts visuels. Elle est aussi directrice littéraire des éditions L'Improviste et elle nous parle aujourd'hui de Godzilla. Godzilla, monstre préhistorique de la postmodernité atomique. Je lui laisse la parole de suite. Merci. Petit remerciement à Lorraine pour avoir cité Michaud et le lobe des monstres. J'ai capté. J'ai essayé. Alors, je vais essayer d'être un peu rapide, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui relève de la théorie des monstres a été présenté de façon à peu près définitive par Lubier. Donc moi, je vais faire pom-pom girl là. Et vous parlez donc de Gojira. Je n'ai pas de PowerPoint, donc ça va aller très bien. Le premier film à propos de Gojira, cet hybride gorille-baleine, que signifie son nom en japonais, donc Gorilla et Gojira, soit la plus grosse créature terrestre associée à la plus grosse créature marine. Donc le film Gojira, réalisé par Honda Ishiro en 1954, est rebaptisé Godzilla King of the Monsters par Terry Moss dès 1956. 35 films plus tard, donc je ne vais pas vous les passer en revue les uns derrière les autres parce que ce serait trop long, Michael Dougherty, en 2019, produit un Godzilla 2, King of the Monsters. Bon, en fait, qui ne fait que pomper les créatures antagonistes qui étaient mises en image par la Toho, société de production de l'Opus 1. Une enquête de 2002 aux États-Unis atteste que les films de Godzilla occupaient la 3e place aux US, derrière Dracula et Freddy Krueger, et devant King Kong et Frankenstein. Bon, ça c'est pour Antonio. Godzilla est pour moi non seulement le prince des monstres, le princeps, celui qui est à la tête de tous les autres, mais aussi ce à quoi nous invite la lecture occidentale de son nom, Godzilla, leur dieu, toutes catégories confondues, et pour plusieurs raisons. Alors, il est évidemment trop gros pour que je puisse en faire le tour, et je ne m'intéresserai aujourd'hui qu'à sa portée temporelle pour évaluer ce qu'il montre, ce monstre bien sûr, de l'histoire de notre temps confronté du fait de la menace nucléaire à une anhistoricité, une non-historicité qui nous nie en bloc et qui nous terrifie. Alors, puisqu'on est dans l'histoire, petit rappel historique des épisodes précédents. En 1953, Eugène Lourier réalise The Beast from 20,000 Fathoms, un petit côté Jules Verne, c'est la bête des 20 000 lieues sous les mers, en quelque sorte. L'histoire d'un dinosaure dont la charge atomique est réveillée par des essais nucléaires en Arctique et qui trace son chemin destructeur jusqu'à New York, où les militaires l'abattent grâce à une arme nucléaire, une espèce de traitement homéopathique en somme. Au même moment, au Japon, en 1953, s'élabore le scénario d'un Kaiju Eiga, donc un film de monstres, sur fond d'essais nucléaires dans le Pacifique, réel ceci, et monstre qui sort de sa congélation bienheureuse, alors plus complexe qu'un dinosaure, mécontent de s'être fait irradier pour des prunes, et qui entreprend de se débarrasser de ces bestioles nuisibles que sont les humains en rasant au passage Tokyo. 1954, le film sort donc à partir de ce scénario, Gojira, dont j'ai déjà dit un mot, et il rencontre un franc succès dans un Japon encore traumatisé par les bombes atomiques lâchées par les Américains sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, et qui retrouve dans les séquences de destruction les scènes vécues par les Japonais eux-mêmes et les images des archives. La fiction s'adossant aux actualités, ce qui en accroît la charge émotionnelle de peur. Le film de 54, et ça c'est
plutôt intéressant, mentionne incidemment les accointances troubles du Japon avec les nazis, puisqu'il était leur allié dans l'Axe pendant la guerre même contre l'alliance des démocraties occidentales. Enfin, cela dit, les démocraties occidentales, elles ont un paquet de manquements à se reprocher, parenthèse. Dans le Gojira de 1954, on découvre en effet que le docteur Serizawa a mené ses recherches en collaboration avec un scientifique allemand avec lequel il a mis au point une arme de destruction massive qui désintègre les molécules par l'oxygène, formidable, arme qu'il utilisera contre Gojira, mais dont il emportera le secret de fabrication par son suicide, ce qui correspond à la reddition de l'Allemagne et du Japon pour ne pas mettre en péril l'humanité. Je note en outre que Ifukube Akira, donc le musicien du film, spécialisé par ailleurs dans le genre de Kaiju Eiga, donc le film de monstres, a aussi composé pendant la guerre des hymnes militaristes. Donc l'équipe de réalisation du film en 1954 solde aussi ses comptes avec ses propres démons. Du point de vue politique, les vainqueurs, les Américains surtout, ayant interdit toute représentation du crime que constituait le bombardement de Hiroshima puis de Nagasaki, qui a pourtant mis fin à la guerre finalement dans le Pacifique, lorsqu'on voulait en parler au Japon, il fallait user de métaphores. D'où l'idée de Honda de construire ce monstre métonymique de la terreur atomique. La grandeur du monstre correspond d'abord autant à la volonté du Japon de faire connaître l'ampleur des dégâts de la bombe atomique que de regagner aussi sa grandeur politique perdue. Dès le départ, on le comprend, Gojira est un monstre emblématique d'une histoire de notre postmodernité et qui met le doigt, ou plutôt la patte, et toutes les pattes d'ailleurs, sur sa fragilité au Japon et hors de ses frontières. C'est l'histoire d'une mondialisation de l'histoire qui n'est en revanche pas perçue ou lue de manière universelle. À telle enseigne, par exemple, que le film de Honda ne sort que largement censuré aux États-Unis. Le montage supprime les scènes qui impliquent la responsabilité des Américains dans le réveil du monstre, c'est-à-dire tout le début du film, et ça ajoute des scènes qui sont jouées par un acteur américain, Raymond Burr, dans le rôle du gentil, naturellement. Bref, métaphorique de nos comportements modernes, Gojira est surtout une métaphore de notre basculement de l'histoire moderne à la postmodernité, basculement qui est en fait une bousculade des temps. Alors, je vais d'abord envisager le Gojira comme un monstre postmoderne. Tout sorti de la préhistoire qu'il soit, il est d'abord une représentation de l'histoire politique du Japon d'après août 45 et suit cette histoire jusqu'à notre extrême contemporanéité. La monstruosité de la bête, je l'ai dit, elle est proportionnelle à l'horreur éprouvée par les Japonais à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et pas seconde, parce que les monstres contemporains nous en préparent une troisième. Bienvenue au club. Horreur qui est faite de colère, de sidération, de souffrance impuissante, à la fois psychologiquement, physiquement, technologiquement, que l'art seul peut transcender et exorciser. Il fixe, ce monstre, en un sens, les codes de la terreur sociopolitique pendant la guerre froide et après. Et il exhibe, cinématographiquement, par sa peau de brûlé, par son souffle nucléaire, par son cri rauque, l'expérience tragique au Japon en 1945, qui a laissé des dizaines de milliers de monstres, ce que sont les humains, brûlés, mutilés, issus de la guerre. Nombre de films de Godzilla, du reste, commencent par, sur les 35, commencent par l'accident d'un bateau aux prises avec quelque chose d'innommé et d'inconnu, un peu à la Lovecraft, The Thing en quelque sorte, jusqu'au film de 2016 par exemple. La référence est très clairement aux essais atomiques américains qui ont provoqué le naufrage d'un bateau civil en 1953 et l'irradiation de ses marins, donc de la population, hors de tout conflit armé. Accidents mortels par irradiation qu'on a voulu passer sous silence et qui font que tous les films sur Godzilla ensuite portent sur la coexistence du vu, l'éblouissement de la bombe, et du non-vu, l'aveuglement, superposé à la vérité et au mensonge, le tout en termes visuels, ce qui donne des résultats souvent passionnants. Ces épisodes inauguraux dans les films rejouent tous l'irruption du Picadone, l'éclair inédit et surpuissant de la bombe pour lequel les Japonais ont dû inventer ce mot, Picadone, en 1945. Dans le film d'Edwards en 2014, le scientifique, pour vous dire le poids de cette matrice historique fondatrice, le scientifique dans l'hélicoptère au début du film
sort la vieille montre de gousset de son père qui est arrêtée à 8h15. Il n'est pas dit autre chose, mais 8h15, c'est l'heure à laquelle la bombe est tombée sur Hiroshima. La postérité de Godzilla, plus de 30 remakes et variations plus ou moins pertinentes de l'original de 54, dit la pérennité du traumatisme des Japonais et plus largement des Occidentaux qui, quelques mois avant les bombes lâchées sur Hiroshima et Nagasaki, avaient découvert les camps d'extermination nazis. Ça fait un tout petit peu beaucoup encaissé. Et donc Godzilla accompagne notre histoire et notre conscience de l'histoire et du tragique de l'histoire depuis 70 ans. Et sa filmographie montre combien il est principalement une affaire japonaise, quoique non exclusivement, puisque sur les 35 films, il y en a 4 qui ne sont pas réalisés par des Japonais et qui sont vraiment intéressants. Très systématiquement, et en cela Gojira est de la grande famille des monstres classiques au cinéma, rien des productions humaines ne saurait résister à la première de ces pichenettes. Il est tout puissant, hein. Il est l'autre nom d'un destin calamiteux provoqué par l'inconscience de nos contemporains, que l'on se place à l'instant de la bombe atomique, au moment des essais nucléaires des Américains depuis des années 50, des essais français qu'évoque Emmerich, lui, dans son film de 1998, alors c'est les essais des années 60 et de 95, ou dans la fragilité des installations nucléaires à la fin du XXe siècle, Tchernobyl, ou au début du suivant, Fukushima, sont préjugés de la suite du XXIe siècle. Le post-traumatic stress disorder, le PTSD des Japonais, a gagné le monde occidental tout entier, ce dont attestent les productions godzillesques qui se succèdent sont discontinuées depuis 1954. Car au-delà de cette guerre qui signe l'entrée en force dans la postmodernité, quoique Sébastien la fasse remonter à bien avant, on va pas prendre le débat, les différents films catastrophes avec des effets spéciaux énormes qui mettent en scène Godzilla offrent en partage l'expérience traumatique japonaise, certes, mais plus largement celle des conflits mondiaux, que ce soit sur Terre simplement, ou que des extraterrestres se soient mis dans l'idée de nous coloniser. Godzilla réunit plusieurs terreurs en une. Celle d'abord née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, celle d'une Troisième Guerre mondiale qui serait provoquée soit par une erreur de manipulation, soit par violence délibérée, toujours du fait du danger de la bombe atomique. Terreur encore en lien avec le nucléaire, c'est la catastrophe à la Tchernobyl ou à la Fukushima, provoquée par un phénomène naturel climatique ou par un acte de terrorisme politique. Et la dernière, disons, une des dernières, parce que je pense qu'il y en aura déjà d'autres, il faudrait réfléchir davantage que je ne l'ai fait. La suivante, disons, est la plus diffuse parce qu'elle n'utilise le danger nucléaire que comme étincelle à la marge d'une peur de la colonisation de la Terre par des extraterrestres assez tarés pour penser qu'on peut tirer quoi que ce soit des humains. À mon avis, ils ne sont pas si bêtes que ça, les E.T. Cette association entre peur de ce qui peut nous arriver sur Terre et peur de ce qui peut nous arriver de l'extérieur, on la trouve dans Godzilla vs Destroyer d'Okawara, qui est un film de 1995, qui associe clairement deux monstruosités qui ne sont pas Godzilla lui-même, mais ce qui lui a été infligé. Le niveau d'énergie atomique du monstre, qui est devenu une espèce de centrale nucléaire à son corps défendant, augmentant exponentiellement, ça doit se dire ça, ouais. Il risque de provoquer une déflagration telle que la planète deviendrait elle-même une bombe. Heureusement, dans le film, les Japonais, braves Japonais, ont inventé le Super X3, donc le Super X, enfin je sais pas comment on dit, le Super X3, objet volant futuriste qui est conçu pour parer aux accidents de la centrale nucléaire. Ce monstre hybride figure l'hybridité du nucléaire, arme de destruction et outil de confort moderne, dont il faut se méfier tout autant. Le cœur de Godzilla qui entre en fusion et le rend incontrôlable est une réalisation cinématographique de ce qu'on a appelé le syndrome chinois, c'est-à-dire l'effondrement du cœur nucléaire sur lui-même. Dans Godzilla vs Megacoerus, qui est un film de Tezuka de 2000, Godzilla se nourrit de la radioactivité de la première centrale nucléaire du Japon, c'était déjà à l'œuvre dans Le Retour de Godzilla de Hashimoto en 85. Le gouvernement décide alors de renoncer à l'énergie nucléaire, super écolo, pour limiter toute action du monstre et favoriser le développement d'énergies propres classiques, hydrauliques, éoliennes, solaires. On a absolument dans l'actualité. Et ils inventent aussi une énergie originale, le plasma. Mais les choses dans la main du destin et la patte de Godzilla ne se passeront évidemment pas aussi bien. Et la monstruosité politique
s'infléchit et se renforce au fur et à mesure des films, posant la question de la censure politique en temps de paix, sur fond de nucléaire civil devenu le haut lieu de la désinformation et du mensonge d'État, dont le générique du film d'Edwards de 2014 explicite les enjeux. Il est excellent ce générique. Les premières lignes d'information sont recouvertes, barrées, censurées, avant même qu'on puisse les lire. Puis se déroule une courte séquence de retour dans la zone interdite où l'on n'a pas dit que les scientifiques entretenaient des monstres à des fins de recherche. Et tout le générique va procéder par effacement, soulignement de la conspiration, danger caché, et le titre n'apparaîtra finalement que dans les cendres. On est après 2011 quand même. Donc après Fukushima, qui a en effet été un scandale de désinformation civile, comme Tchernobyl avant lui en 1986, quoique pas pour tout à fait les mêmes raisons, presque pire cette désinformation que la censure militaire imposée par les Américains en 1945. Dans Shin Gojira de Higuchi et Anno en 2016, donc Shin Gojira, ça veut dire le nouveau Gojira, une espèce de renaissance de phénix, les images de l'arrivée de Gojira sont calquées sur les vidéos du tsunami de mars 2011. Les bateaux enchevêtrés, les quartiers entiers de villages emportés par une énorme vague, et même des montagnes de poissons qui sont offertes en appât aux monstres, comme les montagnes de poissons contaminés qui ont été pêchés après l'accident de lac central. Si Gojira a encore sa peau d'irradié, c'est pour montrer les ravages des retombées radioactives. Sans être aussi, disons, spectaculaires qu'après les bombes, elles sont de même nature. Les monstres de Kaiju Eiga, et surtout de plus en plus modernes, présentent par leur aspect une synthèse de l'apocalypse nucléaire et des monstruosités, des difformités, occasionnées par l'exploitation civile nucléaire. Après Fukushima, même s'il n'y a pas eu de dégâts physiques spectaculaires dans la population, il y a des dégâts cachés, problèmes de thyroïde, augmentation des cancers, etc., qui ne se voient pas encore, mais que le Shin Gojira, le nouveau Gojira, montre à l'écran. Le film porte sur la gestion de crise de Fukushima. On est loin, direz-vous, de Nagasaki et Hiroshima. Mais la grande majorité du film, d'ailleurs, concerne les débats à la Diète, donc au Parlement japonais, les réunions ministérielles, les rapports entre les industriels et les pouvoirs politiques, le sacrifice du Premier ministre et les relations internationales de gestion de crise. Finalement, le monstre, il apparaît très peu, et le monstre, la monstruosité, elle est dans tous ces rapports et ces combines politiques. Autrement dit, moins que la question sanitaire de l'accident de Fukushima que sa portée politique. Hiroshima et Fukushima sont la résultante, en quelque sorte, de cette collusion entre science et pouvoir politique. Et dans tous les films de Gojira, il y a un débat entre les scientifiques et les politiques, soit en rivalité, comme dans le film de Honda, soit en complicité pour tromper les citoyens, comme dans le film de Edwards, ou le dernier dans Shin Gojira. Enfin, c'est pas le dernier, mais enfin, celui de 2016. Gojira met en accusation les sociétés inféodées à la science et avides de profit, contre le bien-être futur des citoyens. Et c'est ça, finalement, qui devient monstrueux. Gojira n'est plus monstrueux en soi. Ce qui l'exhibe, c'est la monstruosité de la société telle qu'elle s'organise depuis 1945. Il agit comme code cinématographique à des fins autres que simplement visuelles. Son énormité, c'est aussi une représentation de la globalisation. Le film de Emmerich, par exemple, en 1998, fait se succéder les différents points du globe touchés par les essais nucléaires à l'origine de la résurrection de Godzilla, sur fond de plurilinguisme et d'échanges d'informations qui circulent à toute vitesse sur la planète, et en mélangeant la chronologie. Emmerich, il a des défauts, mais il sait faire un film. Mururoa pour la France dans les années 60, Tchernobyl en 86, les essais dans le Pacifique consentis par Chirac en 95, c'est de là que part en fait le film, l'explosion de la première bombe russe en 49, etc., etc. Et la diégèse de tous les films de Gojira suit toujours le même schéma. Provoquer la peur à propos de notre fragilité d'humain postmoderne par l'évocation d'un accident premier, Princeps, qui a des conséquences absolument désastreuses, et conclure sur une résolution toute provisoire de cette erreur, puisque le méchant monstre japonais va se révéler au fur et à mesure des années, des décennies, moins méchant que d'autres monstres humains ou non humains, et finalement il va sauver provisoirement encore l'humanité du désastre. La catastrophe fictive se termine toujours mieux que la catastrophe réelle de nos vies, ce qui réconforte les Japonais et le monde industrialisé en général. Enfin, sauf moi, ça ne me réconforte pas du tout.
Au-delà même de la question nucléaire, ce qui est monstrueux dans les films godziesques, je ne sais pas si ça existe, il faut l'inventer, c'est notre histoire de la fin du XXe siècle et du début du suivant. On ne s'étonnera pas que Emmerich fasse entrer Godzilla à New York par Wall Street, au lieu de la finance, ce que Laurier avait fait d'ailleurs aussi en 1953. Peu après, dans le film, on voit la tour de MetLife ouverte en son centre, complètement béante, puis le Chrysler Building qui s'effondre et qui offre l'image de la vacuité de la société américaine. C'est du Emmerich, donc c'est assez relou, mais ça a le mérite de la clarté. Au-delà de cette histoire, et c'est mon deuxième point, Godzilla est monstrueux parce qu'il est anhistorique. Plus largement et plus profondément, je pense qu'une métaphore de cette histoire postmoderne, qui est la nôtre, Godzilla est l'image de notre rapport au temps. Il est né en des temps anhistoriques, bien antérieurement à l'apparition des hommes. Il est capable, par sa réapparition, de faire entrer le temps long de l'histoire de la planète dans celui très court de l'histoire de l'espèce humaine. Il montre ce monstre combien les civilisations sont mortelles, pour paraphraser Valérie. Parce qu'il est à la taille de la planète, en réalité, pas des humains. Godzilla, par exemple, dans le film de Edwards de 2014, il est la réalisation animale de la tectonique des plaques, une espèce d'apocalypse planétaire personnifiée, au cours de laquelle la nature reprend ses droits, punit les hommes de leurs méfaits dans des proportions spatiales et temporelles qui excèdent les catégories humaines et les catégories pensables. À la fin de chaque film, même si Godzilla meurt, il ne meurt qu'en apparence. Parce que son anhistoricité lui fait toucher à l'immortalité, ce qui l'éloigne encore de nous et rend plus monstrueuses nos manipulations hasardeuses des composantes de la nature, une espèce de réponse de la nature. Et en un sens, sous forme de déchets radioactifs pérennes, le reproche adressé par les générations futures, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'humains sur Terre, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps, à notre inconscience criminelle. À la réflexion sur le passé, donc, le passé très 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 lointain, s'ajoute une interrogation sur l'avenir, si bien que nombre de productions godzillesques sont des films de science-fiction, c'est-à-dire de projection dans un futur tristement mimétique du passé récent, malheureusement. Par exemple, dans Godzilla vs King Ghidorah, réalisé par Omori Kazuki en 91, et cette articulation entre temps politique et temps planétaire. L'histoire rapidement, il y a des futuriens, dont un Russe et un Américain surtout, évidemment, venant d'un futur où Godzilla aurait, mensonge, détruit le Japon, qui débarque sur Terre avec le projet politique d'éliminer par avance le monstre, la machine à remonter le temps. Il remonte dans le temps jusqu'en 1944, où il sème les Dorats, des petits monstres du futur, qui, une fois irradiés, donneront King Ghidorah, une espèce de géant à 3 têtes, bien sorti des livres de merveilles, leur arme pour ravager le Japon moderne, qui, sans cela, risquerait de devenir la première puissance économique mondiale. Bon. Voilà, c'est une espèce de circulation dans le temps long du futur au passé, revenant par un présent qui est très très instable. Ou alors apparaissent dans les films des figures d'enfants, comme dans Godzilla vs Megaguirus de Tezuka en 2000. C'est un enfant qui voit par hasard le plasma fabriqué dans un laboratoire secret destiné à alimenter un canon orbital qui provoquerait un trou noir, donc hors temps, hors espace, absorbeur de matière, de lumière, qui servirait de piège à Godzilla. Le test raté donne naissance à Megaguirus, une espèce d'immense insecte qui ressemble à ceux que l'enfant épinglait dans un cahier, exposant que les monstres qui naîtront ensuite sont des métaphores de la monstruosité de l'esprit humain. L'éblouissement de l'enfant, c'est son picadone, c'est l'éclair de la bombe, mais c'est aussi mettre l'accent sur cet enfant qui va trouver un peu plus tard un gros œuf dans la forêt qu'il jette dans les égouts. Un œuf qui brille, comme s'il y avait des paillettes collées dessus, amorçant la reproduction et la multiplication du monstre. L'enfance de l'humanité moderne est en relation directe avec les bas-fonds de la conscience, et c'est cette enfance qui provoque la multiplication des monstres. Les adultes qui vont voir des films de Godzilla ne procèdent pas autrement que les enfants collectionnant les figurines de dinosaures, tricératops et autres sauriens disparus. Ils conjurent par là leur peur diffuse du temps par le biais des monstres, mais surtout apprivoisent le long terme, une histoire qui a commencé avant leur enfance, avant celle de leurs parents et de leurs aïeux, avant toute enfance en réalité, condensant ce vertige de l'inexistence dans la manipulation toute puissante de ces petits monstres inertes, ou, quand on va au cinéma, ou dans la fascination scopique pour Godzilla.
Platonicien en un sens, involontairement, Gojira réalise la formule du Timé, le temps est l'image mobile de l'éternité. Tant que Gojira reste congelé, il ne bouge pas, il n'est pas cinématographique, il appartient à l'éternité, il est la scorie radioactive du temps long, déchet enfoui qu'on ignore, qu'on veut ignorer. Au moment de sa décongélation brutale, il s'anime, devient une vraie créature cinétique, entre à nouveau dans le temps parce qu'il entre dans le mouvement. Mais il conserve toujours une part de son éternité ou de sa parenté avec l'éternité de la mort, représentée par son souffle brûlant et radioactif. Donc il est monstrueux comme toutes les créatures transgressant les limites temporelles assignées à l'humain, que ce soit les vampires, le golem, les morts-vivants, les zombies chers à Sébastien, etc. Troisième point et dernier, avec Gojira, le cinéma exhibe l'inhumanité en nous. À partir d'une représentation de nos sociétés occidentales actuelles, comme détachées de leur histoire et de la nature, Gojira dresse le portrait de deux faillites, mais qui sont au-delà de l'historique, sont des faillites anthropologiques. Le Japon moderne et les US. À ce propos, il faudrait détailler les relations entre Gojira et King Kong. Il y avait un King Kong vs Godzilla de Honda en 1962, et qui était le premier film de Gojira en couleur et en cinéma stock-up, qui était un succès commercial, mais absolument sans précédent. Il a séduit les Japonais, qui découvraient King Kong. Je crois qu'ils avaient vu, mais enfin, bon, pas comme ça. Là, c'était vraiment le conflit des civilisations. Et Gojira s'est taillé à ce moment-là une super réputation en Occident. Mais comme pour le premier film de Honda en 1954, dans sa version à destination des US, John Beck a inclus dans le montage original des scènes tournées aux États-Unis, par exemple les nouvelles télévisées des Nations Unies au début et en fin de film, c'est complètement délirant. Et il n'a pas repris la musique d'Ifukube, le créateur de la bande-son aussi du film de 1954. Ce que dit, pour aller vite dans cette histoire-là, ce que disent les combats, parce qu'on a beaucoup, une espèce de jeu de cascade involontairement comique par parenthèse, enfin on n'y croit pas une seconde, c'est l'opposition entre deux rapports à la nature, au temps, au contrat social et à l'humanité, dont on se rend compte qu'en réalité elles sont assez proches. Au fur et à mesure de ces réapparitions, je vous ai dit, Gojira est de plus en plus politique, mais ça va au-delà du politique, c'est qu'il met en garde, c'est le monéré du monstre, l'illusion de puissance éprouvée par les Japonais des années de prospérité. Dans les films apparaissent brusquement les gratte-ciels de Shinjuku, qui n'ont rien à envier à ceux de New York, les installations portuaires de Yokohama, et même l'île artificielle de Odaiba, juste devant Tokyo. C'est très bien, c'est magnifique, enfin, passons. Tous ces signes d'aisance matérielle qui dissimulent une vacuité existentielle qu'incarnerait finalement dont la conscience serait incarnée par Gojira. Son altérité absolue, ne serait-ce que morphologiquement, parce que s'il avait été mécanomorphe, telles les machines contre lesquelles il combat à l'occasion, mais ce n'aurait pas été la même chose, où sa laideur rugueuse, affichée dans une société du paraître, du lisse, tout ça le rattache aux racines du temps, avant toute société humaine, et donc à l'origine de la pensée et de l'impensé. Loin de tenir à distance de nous cette monstruosité, par différenciation, qui nous mettrait à l'abri, il réveille nos peurs les plus viscérales, phylogénétiques, plus encore qu'ontogénétiques. Il met notre humanité même à la question. Parce qu'il est, en un sens, il est l'inhumain qui traverse la frontière que nous croyions étanche avec notre humanité. Son animalité, son gigantisme, son inaccessibilité au langage, à la communication, auraient dû l'exiler dans un monde auquel nous n'aurions pas accès, c'est-à-dire la préhistoire, avant l'espèce humaine. Mais il se trouve qu'il est à mi-chemin entre King Kong, justement, si proche des humains, par exemple, et capable de s'émouvoir d'une minette en robe courte, et des créatures extraterrestres, hybrides encore, et souvent de morphologie connue, mais démesurée ou tout droit sortie des livres de merveilles comme Ghidorah dont j'ai dit un mot, à l'existence desquels on ne croit pas une seconde et contre lesquels il se bat de film en film. Gojira, se réveillant de son sommeil éternel, réveille à son tour quelque chose dans notre cerveau reptilien qui est ce que nous avons en commun finalement avec lui et que nous refusons d'admettre avec l'énergie du désespoir. C'est peut-être pour souligner son infime part d'humanité que le monstre était jusqu'à récemment, comme nous, bipède. Mais un bipède surdimensionné qui valait d'un coup de queue toute la maîtrise de la nature dont l'humanité croyait être investie. Il est si énorme, par parenthèse, qu'à proportion
de l'énormité de nos peurs. Et s'il a gagné en tour de taille et en poids dans les films depuis les années 50, il y a un gars qui s'est amusé à calculer son poids et sa taille, c'est que nos peurs, elles aussi, se sont accrues, et surtout la terreur de notre faim, alors même qu'on croyait en être épargné. Sa puissance atomique augmente au fur et à mesure de sa taille aussi avec les films. Dans celui de Gareth Edwards en 2014, il est une sorte de réacteur nucléaire surchauffé et surdimensionné. Éminemment cinématographique, sa monstruosité suscite la pulsion scopique, ce que disait Lorraine tout à l'heure. Étymologiquement hybride dans le mot même entre monstrare et monere, il attire le regard par sa difformité, sa morphologie anormale qui tend à l'anormal. Il est hors norme, il est aussi hors la loi. Cet écart qui s'exhibe est une mise en garde, le monere, un avertissement qui devrait inspirer un changement d'attitude à la manière d'une espèce de catharsis. Si dans l'Antiquité ou la Renaissance, il était considéré comme un prodige, pas Gojira, le monstre en général, qui avertit de la volonté des dieux parce qu'il est exceptionnel ou surnaturel, à l'époque moderne, où les dieux sont morts depuis un moment, merci Nietzsche, il est la réalisation visuelle et dans le cadre du cinéma pratiquement vivante car mouvante de nos déviances. Il rend visible ce qui ne l'est pas parce qu'on se le dissimule. Il offusque la vue littéralement. Et significativement, son apparition est souvent retardée dans les films. Il apparaît par exemple au bout de 20 minutes dans le premier. C'est un petit peu tartuffe, quoi. Il occupe une minorité du temps des films, si on compte bien, qui se déroule autour de ce qu'on ne voit pas, donc, mais qui cause des dégâts. Or, la radioactivité et les rayonnements ne se voient pas, à la différence, par exemple, de ce que fait Kurosawa dans Yume, dans le mont Fuji en rouge, qui colore les différents éléments radioactifs pour qu'on les reconnaisse bien. Gojira nous aide donc à donner forme à ces rayonnements, et alors c'est monstrueux parce qu'ils sont porteurs de mort, de maladies, de mutations, et qu'ils engagent des générations entières dans la monstruosité, au risque de nous faire perdre notre humanité. Il fait de ce qui est invisible un objet cinématographique, mais là aussi hors norme. Il est lui-même hors norme, mais cinématographiquement, c'est hors norme. Dans les plans, il est souvent trop grand pour l'écran. Il pousse un peu les bords, qui devient éventuellement même complètement noir lorsqu'il passe devant. Ou bien on ne voit qu'une infime partie du monstre dont la réalité relève du cadre, mais aussi du hors-champ, soit la vie réelle des spectateurs. Sa surdimensionnalité contribue à l'effet de terreur, puisque le monstre sorti des normes sort du cadre de la fiction pour envahir le champ de vision de la réalité. Par un jeu de renversement intéressant, c'est en cela que la bonne vieille catharsis reprend du service. Au cours de la filmographie, la notion de norme, et donc en parallèle de monstruosité, évolue et au bout d'un moment, la nature répond à la prière des humains et leur sauve la vie en faisant appel à Gojira dont la valeur s'inverse. De monstre horrifique, il devient le sauveur, réveillé pour détruire les autres monstres qui menacent l'humanité. Sous-entendu, le Japon, puisqu'il sait que l'horreur des bombes atomiques, c'est lui qui saura aussi sauver le monde. Enfin, ça, c'était jusqu'à Fukushima. Depuis, on a ramené le salut par le Japon à des proportions plus réduites. Gojira ramène l'homme à sa petite échelle et lui montre, dans les luttes qu'il mène vaillamment contre les différents mutos qui envahissent l'espace humain, ses propres mutations et cette porosité dans les catégories de normalité et d'anormalité. Les mutos sont les monstres nés du nucléaire civil, plus dangereux encore que Gojira né du nucléaire militaire. Le monstre essaime que Gojira se transforme en femelle pondant des œufs en bon dragon qui se respecte, ou qu'il rencontre d'autres hybrides improbables, surdimensionnés et avides de reproduction. On se demande pourquoi. C'est l'un des intérêts de Gojira que cette prodigalité du monstrueux qui relativise la monstruosité du premier au regard des suivants. La notion même de monstruosité s'en trouve fragilisée aux dépens de la norme. C'est pas plus mal. Conclusion. Ce dont nous avons peur, au fond, en regardant Gojira, c'est de nous, finalement, plus que de lui et ses petits camarades de jeu, non tant comme individus, mais comme espèce, ce qui accroît encore notre impuissance. À la fin du film de Honda, en 1954, qui est la matrice absolue, le docteur Yamane constate que le monstre est mort, mais que d'autres sont à venir. Je cite, alors c'est la version française, je vais pas vous faire l'affront de le citer en japonais. Les hommes continueront à expérimenter des engins de mort toujours plus terribles et l'on verra surgir du fond de l'océan d'autres monstres et la civilisation des hommes périra tout entière. Gojira reviendra donc, depuis 1954, tous les 2 ans à peu près, pour les bénéfices de l'industrie cinématographique, certes, mais il revient surtout comme métaphore et métonymie de l'inquiétude légitime de nos contemporains conscients, enfin, qu'ils ne maîtrisent pas l'accélération de leur faim,
dont ils voient l'intertitre s'afficher par un effet de travelling avant, de plus en plus gros sur l'écran de leur cauchemar. Je vous remercie. Merci, chère Anne-Elisabeth. On reviendra sur tout ça. T'imagines que moi-même, j'ai bien des choses à discuter avec toi. On passe sur la question de la datation de la postmodernité. Laissons-là cette affaire, mais il y a beaucoup de Vieux choses. débat entre nous, hein. Vieux débat entre nous. Il y a des choses autour de l'atome, etc., sur lesquelles on reviendra, je pense, dans la table ronde, parce qu'on n'en a pas parlé hier, mais le nucléaire a joué quand même un rôle important dans la renaissance du monstre, enfin de la mythologie du Absolument. monstre. Parce qu'on a le Godzilla platonicien dont tu nous as parlé, mais on a aussi l'homme qui rétrécit, par exemple, dans les Oui. années 50, touché par une brume nucléaire dont on ne sait pas trop de quelle nature elle est et d'où elle sort, et qui devient tout petit et qui connaît de nouvelles aventures, qui est Mais il y a aussi, l'anti-Godzilla. il y a plein de films sur la question nucléaire, comme Them, par exemple, Bien avec sûr, les fourmis elle est géantes, géante. enfin, voilà. Oui, et puis il y en a des plus récents, The Divide, Oui. etc., au début des années 2000. On reviendra peut-être sur tout ça. Bienvenue à Simon qui nous a rejoint et bienvenue aux étudiants qui nous ont rejoints aussi. On peut faire une pause d'une dizaine de minutes